Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Tout s'accélère à l'Assemblée nationale. Après une matinée riche en débats et une nouvelle suspension des travaux, le président du Parlement a annoncé que les députés commenceront à examiner le projet de réforme constitutionnelle à la clôture prématurée de la session extraordinaire sur le budget du Parlement suspendu hier. Et puis les conseillers à la présidence de la République appellent les populations et les leaders politiques à attendre patiemment cette étude de l'avant-projet de loi par les députés. Lors d'un point de presse cet après-midi, ils ont répondu aux questions des journalistes sur la situation politique du pays. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Une délégation de la CEDEAO conduite par M. Alain Marcel de Souza, président de la commission de cette institution, a été reçu à la présidence de la République ce matin par le chef de l'État, Faure Zimnania Zingbe. La délégation arrivée au Togo depuis hier est allée faire le point des échanges qu'elle a eus avec les leaders des partis politiques, les organisations de la société civile et le gouvernement au président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président Faure Zingbe. Alain Marcel de Souza déclare être satisfait de l'engagement des parties prenantes à s'entendre par la voie du dialogue et de la négociation. Nous l'écoutons au sortir de l'audience au micro de Honoré Modjo. Nous sommes venus rencontrer toutes les parties. Nous avons commencé d'abord par la mouvance. Donc nous avons rencontré le ministre de l'administration, le ministre de la sécurité. Nous avons rencontré le parti UNIR. Nous avons rencontré M. Gilkis Olympio en tant que président de l'UFC. Et nous avons rencontré le CAP 2015 qui regroupe l'ensemble des 14 partis de l'opposition. Enfin la société civile, y compris les syndicats, les religieux, etc. Partout il y a crise, nous devons y aller puisque nous avons un protocole sur la prévention, le règlement et la gestion des crises. Et nous ne pouvons pas rester sans rien faire, surtout qu'actuellement, le président de la République togolaise est en même temps le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Alors, des consultations que nous avons eues de toutes les parties, que ce soit du gouvernement ou bien de l'opposition, il ressort qu'il y a une volonté de dialogue. Dialogue engagé pour faire les réformes. Il y a d'abord la réforme sur le nombre de mandats uniques et avec un renouvellement une seule fois, c'est-à-dire que 2 mandats maximum. Deuxième réforme souhaitée, c'est le mode de scrutin à 2 tours. Troisième, c'est le vote de la diaspora. Et les opposants, c'est-à-dire la plateforme, a ajouté 2 autres réformes. Ils ont dit qu'il faut réformer les institutions pour qu'ils servent de contrepoids pour la démocratie. Et enfin, pour les personnes qui ont été arrêtées, certaines personnes auraient été jugées dans des conditions telles que leur avocat n'était pas là et qu'il va falloir voir comment élargir pour la cohésion et la paix, voir comment élargir un certain nombre de personnes. Et nous leur avons promis que nous allons présenter cette doléance au chef de l'État et faire le point. Ce que nous avons noté, c'est que nous avons apprécié la sagesse du gouvernement d'avoir accepté de prendre le mardi dernier les décrets qui transmettaient des projets de loi à l'Assemblée. Et donc nous avons été informés que la session extraordinaire hier avait été ouverte, mais était axée sur le budget et d'autres sujets. Et ensuite, que cette session sera clôturée aujourd'hui pour engager la discussion sur les réformes. Et donc, la commission des lois va recevoir donc ces réformes. Ce que nous avons noté également, c'est qu'il y a un problème de confiance. Nous leur avons dit qu'à partir du moment où le gouvernement a accepté et qu'eux-mêmes ils veulent cette réforme,
il faut voir dans quelle mesure on peut prendre des dispositions rapides pour que la réforme puisse être adoptée. Mais je rappelle que pour qu'on puisse faire la réforme en ce qui concerne le mandat, en ce qui concerne la Constitution, il faut le 4/5 des députés, c'est-à-dire 73 députés. Or, vous savez que le parti de la mouvance UNIR a aujourd'hui 62. Et nous devons voir dans quelle mesure certains députés de l'opposition peuvent s'y ajouter pour que les réformes soient rapidement engagées et adoptées par le Parlement. Au cas où le Parlement ne l'adopterait pas, nous avons encore la voie référendaire, mais il faut les 2/3 de l'Assemblée pour que la voie référendaire soit engagée, et elle paraît longue et ça peut entraîner encore des manifestations de rue. Ce que nous recherchons, c'est de parvenir à ces réformes vraiment par la voie de la paix. Parce que nous avons noté que toutes les crises, tous les affrontements finissent toujours par le dialogue autour d'une table. Pourquoi ne pas faire l'économie des affrontements qui se terminent par des bains de sang? Nous avons rappelé aux opposants, comme à la mouvance, que leur patrimoine commun s'appelle le Togo. Et si on déchire le Togo, on sait d'où part une balle, mais on ne sait pas où atterrit la balle. Et donc, si on déchire le Togo, qu'est-ce qui nous restera? La communauté régionale ne peut pas rester sans rien faire. Que nous allons travailler aux côtés de l'opposition, nous allons travailler aux côtés du gouvernement pour que des concessions soient faites, pour que l'alternance et les réformes souhaitées, on puisse y parvenir par la voie du dialogue. Donc, dans la paix. Et nous tenons à ce que la montée des revendications, les enchères, nous les avons ramenées à des dimensions pour que nous demeurions républicains. Et que ce que nous recherchons, c'est la paix. La paix pour le peuple togolais, pour le bonheur du peuple togolais. Nous avons plus de défis, lutter contre la pauvreté, créer des emplois. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Togo. Nous souhaitons qu'on garde la cohésion, que la sérénité règne et qu'on laisse le Parlement travailler avec rapidité et qu'après, si nous ne sommes pas contents de cette réforme et qu'il y a d'autres démarches à faire, nous sommes prêts à engager cette démarche encore une fois. Le chef de l'État nous a écoutés et nous pensons qu'il a exprimé la volonté ferme pour parvenir à cette réforme-là. Et donc, nous invitons les opposants, comme les gens de la mouvance, vraiment à continuer le dialogue et à réaliser ces réformes qui sont une aspiration profonde du peuple. Et toujours dans l'actualité politique, ce matin, les députés ont repris les travaux de la session extraordinaire au Parlement. Après de longues discussions sur la poursuite ou non des procédures pour entamer le sujet relatif au projet de loi de la révision de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale a fini par suspendre les travaux. Ils reprendront demain jeudi avec l'ouverture de l'étude du projet de loi de révision de la Constitution. Les précisions avec Edem Tsusupo. Deuxième suspension des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale ouverte hier. Après de longues minutes de concertation entre députés sur la clôture ou non de la dite session pour entamer une nouvelle qui planchera sur le projet de loi portant révision de la Constitution, parole a été donnée aux élus du peuple de donner leur avis. Si certains souhaitent la poursuite de la session dans le respect des procédures parlementaires pour s'occuper des questions de la révision constitutionnelle demain jeudi, d'autres ont voulu sa clôture pure et simple vu l'urgence du moment pour entamer une nouvelle session extraordinaire à cet effet. Il y a une urgence dans le pays par rapport à l'étude de texte sur les réformes, mais en même temps, il y a une question de légitimité par rapport à notre procédure, à notre Assemblée nationale. Nous avons été mandatés par le peuple et ce peuple a exprimé un souhait sur les réformes. Nous avons pris en compte cette expression du peuple et c'est pour ça que le projet de loi a été affecté à la commission des lois ce matin pour que déjà dès vendredi, la commission des lois puisse
déjà convoquer les membres de la commission pour commencer l'étude. Mais en attendant, il est important que cette session qui a été convoquée sur le dossier du jour bien précis puisse quand même aborder un certain nombre de dossiers qui étaient inscrits. Nous ne pouvons pas aborder l'ensemble des dossiers parce que cette session devait être clôturée la semaine prochaine. Mais on l'a écouté pour la clôturer demain. Mais il est aussi important que nous puissions étudier au moins certains textes qui sont déjà prêts. Nous avons fait bien comprendre à l'Assemblée nationale que aujourd'hui, aucun Togolais n'a ni la tête ni le cœur pour parler d'autre chose que de la révision constitutionnelle. Nous, au niveau du groupe parlementaire ANC et des députés de Hadi, auteurs d'une proposition de loi, vous le savez très bien, qui a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale en juin 2016. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que les auteurs de la proposition de loi de révision constitutionnelle de juin 2016 ont décidé de retirer cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que la demande clairement exprimée par le peuple togolais lors des manifestations d'août et de septembre 2017, c'est le retour à la Constitution de 1992. Or, nous nous sommes rendus compte que la proposition que nous avons déposée n'est pas exactement la Constitution sensu telle que votée par référendum en septembre 1992. Voilà pourquoi, pour répondre à la demande clairement exprimée des populations togolaises, nous avons décidé de retirer purement et simplement la proposition de loi, comme nous le permet l'article 83 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au finish, c'est au président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, de couper la poire en deux. Nous avons affecté le test immédiatement à une commission qui doit s'en occuper rapidement. Nous allons abréger, nous avons dit abréger notre session pour faire face à cette urgence-là. Nous sommes dans un cadre de force majeure. Et c'est pour ça que nous allons faire entorse aux pratiques et procédures de l'Assemblée nationale pour faire face à la situation de force majeure et clôturer demain notre session extraordinaire. C'est demain qu'on va clôturer la session extraordinaire. Et vendredi, on s'occupe de le projet de loi portant révision constitutionnelle. Donc, il n'y a que demain. Ce souci du peuple, nous l'avons bien compris. C'est pour ça que nous faisons en torse aux procédures parlementaires pour nous occuper rapidement et le plus tôt possible du projet de loi de révision constitutionnelle. Je profite pour demander à la commission concernée d'accélérer l'examen de ce texte et de produire au plus tôt son rapport. Nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes obligés aussi de convoquer une session extraordinaire spécialement consacrée à cette question pour faire face au cas de force majeure. Ça, c'est mon point de vue
moi, en tant que président de l'Assemblée nationale. Nous allons bien et bien clôturer notre session demain. Et nous allons aussitôt, demain là, ouvrir la session extraordinaire spécialement consacrée au projet de loi portant révision de la Constitution. Ainsi donc, la session extraordinaire qui s'ouvrira demain jeudi permettra aux parlementaires de plancher sur un projet qui porte sur 3 articles touchant au mandat électif du président de la République et des parlementaires, le mode de désignation et la limitation du nombre de mandats présidentiels. La situation socio-politique du Togo a été au centre d'une conférence de presse ce mercredi après-midi à Lomé. Je vous le disais en titre, les ministres conseillers du président de la République ont apporté des clarifications, des réponses sur l'avant-projet de loi de réforme constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale. Le point a été également fait sur les récentes manifestations de rue dans le pays. La classe politique, la société civile et toute la population togolaise ont été appelées au calme et à la retenue et surtout à attendre les résultats des travaux des députés à l'Assemblée nationale. Le point avec Prudence Zissou. La situation sociopolitique de cette dernière semaine au Togo, clarifiée point par point avec les professionnels de la presse. Les ministres conseillers du président de la République suivent de près l'évolution de la situation politique qui aboutit à l'introduction du projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les articles 52, 59 et 60 de la Constitution de 1992. Pour eux, l'heure est à la retenue pour préserver la cohésion sociale. Depuis le 19 août 2017, jour où les manifestations d'un parti politique ont été émaillées de violence, nous assistons à une crise et à une montée d'appel de la population à la révolte, avec des actes qui tendent à paralyser l'économie de notre cher pays. Cette situation que nous traversons a pour toile de fond des incompréhensions liées à la question des réformes au Togo. Malgré la décision du gouvernement qui a adopté et transmis au Parlement une loi pour la modification de la Constitution, décision qui aurait dû amener un apaisement afin que les différents partis politiques puissent discuter avec sérénité d'une éventuelle profonde révision constitutionnelle. Nous assistons à une escalade de la violence physique et verbale sur fond d'appel quasiment à l'insurrection. Le président de la République, le gouvernement, appelle une fois encore au calme et à la retenue afin que nous retrouvions rapidement le climat de paix et de sérénité qui prévalait avant ces malheureux événements qui ont eu pour point de départ les manifestations donc, du 19 août. À l'heure où nous parlons, et comme vous le savez certainement déjà, à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a pris possession et connaissance du projet de loi portant révision constitutionnelle soumis par le gouvernement. Après cette première étape, le texte sera affecté à la commission des lois et suivant les autres procédures conformément aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Règles que chaque parlementaire connaît parfaitement. Il s'agit pour nous tous, gouvernement, partis politiques, société civile et toute la population, de garder notre calme pour laisser ce que nous avons élu pour nous élaborer des textes faire leur travail en toute sérénité.
sérénité, nous vous y convions. Revenons au bilan des différentes manifestations. Nous savons que celle organisée le 29 août par le Parti uni n'a été émaillée d'aucun incident. Celle du 19 août organisée par le PNP a dégénéré aussi bien à Lomé qu'à Sokolé. Nous en connaissons tous le bilan. 2 morts, plusieurs blessés, plusieurs interpellations. Concernant les marches des 6 et 7 septembre, elles auraient pu se dérouler dans le calme si la marche du 7 n'avait pas connu quelques incidents dans la soirée. À ce niveau, on ne signale pas de décès, mais des blessés et non quelques blessés et non les centaines de blessés dont se font l'écho certains médias. Il y a eu quand même des interpellations ce soir-là, 86 au total, mais tous ont été relâchés à l'heure où nous parlons. Au-delà du texte introduit à l'Assemblée nationale, les conseillers ont mis en relief les points sur la limitation des mandats. L'article 52 porte sur la limitation des mandats des parlementaires. Vous savez que selon notre constitution, normalement le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le Sénat. Mais les textes sont prévus pour consacrer les deux. Donc, cette révision de l'article 52 porte sur la limitation des mandats des parlementaires. Pour l'article 59, il porte sur la limitation des mandats présidentiels. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, s'il est adopté, le président de la République sera élu au suffrage uninominal majoritaire, mais à 2 tours. Et le mandat est limité à... C'est un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le code électoral avait prévu le vote de la diaspora. Il s'agit à la CENI, en liaison avec l'administration bien sûr, d'organiser la mise en œuvre effective de cette disposition. À la question des journalistes concernant le lien qu'on pourrait faire entre le projet de réforme introduit à l'Assemblée nationale et le rapport soumis par la commission de réflexion sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, les conseillers rassurent. C'est un rapport technique que le gouvernement va examiner et essayer de voir toutes les dispositions pertinentes, toutes les recommandations pertinentes de ce rapport et échanger avec tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la vie, de la société civile et voir ce qui pourra être fait des conclusions de ce rapport. Selon les conseillers, les dernières manifestations de rue ont porté un coup dur à l'économie du pays. Les populations devraient proscrire la violence. Les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale où un consensus pourrait se dégager et qui devra aboutir au vote de cette loi. Autre actualité, des voies de désenclavement prévues dans les cantons de Zanguera, Leguasito et Vakosito dans la préfecture du Golfe vont être ouvertes dans les tout prochains jours. Pour s'assurer donc de la disponibilité des espaces retenus pour le tracé de ces voies, une visite de terrain a eu lieu ce matin. Une initiative du président de la délégation spéciale de Lomé et du préfet du
golf. L'occasion pour eux d'appeler ceux qui occupent illégalement certaines parties de ces voies à prendre leurs responsabilités. Le compte rendu avec Komo Poyode. Des voies de désenclavement pour répondre aux préoccupations des autorités togolaises de faire de la route un facteur de développement socio-économique. Les cantons de Zanguera, de Lebasito et de Vaposito dans la préfecture du Golfe vont bénéficier de ce programme. L'ouverture de ces voies, c'est pour bientôt, ont indiqué les autorités préfectorales. Mais encore, faut-il s'assurer que ces espaces retenus ne font l'objet d'aucune occupation. Le développement implique l'apport des éléments de développement tels que le marché, l'école, l'électricité, l'eau. Mais avant tout cela, il faut d'abord la route. Je disais que les géomètres véreux ont réduit les grandes voies qui sont prévues par le schéma directeur de la ville de Lomé. Nous avons eu des voies de 50 mètres qui ont été réduites à 20 mètres par ces géomètres véreux. C'est une occasion aujourd'hui pour nous de leur dire que nous viendrons tracer ces voies selon les normes qui ont été prévues. Quand c'est une voie de 20 mètres, elle doit être respectée. Quand c'est une voie de 50 mètres, nous devons la respecter. Il n'y a pas de caresses aux gens. Le développement et les caresses sont incompatibles. Nous sommes vraiment d'accord. Et la route que nous avions choisie, vraiment, la préfecture a pris ça en compte. On remercie vraiment la préfecture. Cette visite de terrain a permis d'appeler les populations à plus de responsabilités en dénonçant non seulement ceux qui occupent les voies, mais aussi les réserves de l'État. Elles ont été également sensibilisées sur la culture de la paix et de la non-violence. Santé à présent, les échanges sur la lutte contre le sida et sur le corridor Abidjan-Lagos se poursuivent toujours. Ce matin, c'est au tour des professionnels du sexe d'échanger avec les associations et réseaux de ces travailleurs afin de mieux les impliquer dans la mise en œuvre du projet de prévention du VIH-Sida à l'endroit des populations clés et vulnérables le long du corridor Abidjan-Lagos. Les précisions avec Rich Degbe et Nathalie Paniquet. Après 2 années de mise en œuvre des interventions relatives à la prévention du VIH-Sida chez les professionnels de sexe, les associations et réseaux des professionnels de sexe des 5 pays du corridor Abidjan-Lagos veulent mutualiser les efforts pour un pari gagné sur le corridor. C'est une rencontre sous-régionale organisée par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos OCAL et qui met l'accent sur la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes ces personnes. Tant qu'on sache que tu es professionnel de sexe, tu vas dans un centre pour les soins, on te discrimine à quoi même les choses. Et aujourd'hui, je remercie la partie nationale qui avait fait beaucoup de sensibilisation. Sans l'accès au service de soins, on ne pourra pas faire baisser la prévalence au niveau de ces populations clés. Donc, la réunion que nous avons commencée ce matin, c'est pour en fait lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit de ces populations clés. Il est donc question de présenter les résultats des interventions dans le nouveau cadre modèle du financement du Fonds mondial, échanger sur les bonnes pratiques transférales et les contraintes pour renforcer les liens entre les associations et réseaux des PS le long du corridor. La première chose à faire, c'est travailler sur un environnement favorable pour qu'on traite cette question des populations clés sur le volet surtout de santé publique. L'ONU-SIDA, pour sa part, base ses efforts de lutte contre le VIH-Sida dans le contexte du commerce de sexe sur 3 piliers, à savoir
assurer l'accès à des services complets de prévention, de traitement, de soins et d'appui au VIH, créer des milieux favorables pour renforcer le partenariat entre les PS et les services de santé et réduire la vulnérabilité telle que l'exclusion sociale. Le 8e mercredi de l'entrepreneur de cette année 2017 s'est déroulé autour du thème « Réussir le lancement et le développement de vos nouveaux produits ». Et l'objectif est de permettre aux opérateurs économiques togolais de disposer des techniques de l'innovation à la mise sur le marché des nouveaux produits afin de faire profiter leurs activités. Le reportage est signé Viviane Souvi et Ferdinand Diassoa. La satisfaction permanente de la clientèle à travers des services de qualité et des produits innovants est un défi que chaque entreprise s'évertue à relever au quotidien. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, à travers ce 8e mercredi de l'entrepreneur de l'année, forme des opérateurs économiques sur les techniques pouvant leur permettre de donner plus de visibilité à leurs produits. Vous devez connaître votre marché et votre environnement, connaître les opportunités, les contraintes des facteurs d'environnement avant de faire quoi que ce soit. Le deuxième niveau, c'est la créativité. Vous vous lancez dans une démarche nouvelle et donc de bout en bout, depuis la recherche et développement jusqu'à la mise en place du produit. La troisième phase, c'est la préparation. On ne se lève pas pour lancer un produit comme on veut, on se prépare. Et mettre en place tout le dispositif commercial, le stock doit être disponible, les commerciaux ou le front office doit être bien formé, prêt à assurer le lancement et puis ensuite maîtriser les outils de communication qui vont appuyer le produit dans son lancement. À travers ces modules, l'ANPGF veut amener les entreprises togolaises à rentabiliser leurs investissements afin d'être plus compétitives sur le marché national et international. Il semble opportun que nous donnons les rudiments nécessaires à ces opérateurs économiques de maîtriser les techniques d'innovation ou les techniques du passage de l'innovation au lancement des produits sur le marché. Le mercredi de l'entrepreneur est un concept initié par l'ANPGF. Il est un cadre de formation et d'information pour amener les opérateurs économiques à la perfection. Le 3 septembre dernier, des journalistes africains, dont certains du Togo, ont pris part en Chine à un séminaire de renforcement des échanges avec leurs collègues chinois. C'est sur invitation de l'association des journalistes chinois. Et ce séjour a été marqué par des visites des lieux historiques chinois. Chose vue en Chine avec Edem Susuko de retour justement de ce pays. 5 jours de découverte de la Chine par des journalistes africains des médias publics et privés. Un séjour d'immersion marqué essentiellement par des visites des lieux chargés d'histoire pour le peuple chinois. Les 24 journalistes ont visité entre autres le palais d'été, un immense domaine de 290 hectares construit par la dernière génération des Ming. L'empereur l'a construit pour s'y retirer en été et profiter de la fraîcheur du lac artificiel. Autre endroit pharaonique visité, la Grande Muraille de Chine, construite au 1er siècle pour protéger la population chinoise des envahisseurs. Longue de 6200 km dans un relief montagneux et accidenté, cette muraille est reconnue patrimoine de l'UNESCO. Une muraille qui démontre l'ingéniosité architecturale du peuple chinois. Le plus endurant pour nous a été le voyage en funiculaire pour arriver à la muraille et commencer l'ascension. Ensuite, la visite de la Perle de l'Orient, monument symbolique de Shanghai, haute de 468 mètres, la plus haute tour de télévision d'Asie et la 3e du monde. La découverte de la Chine aussi, à travers ses médias publics et privés et des centres multimédia. Site Internet Information Service, un centre de haute technologie multimédia privé.
l'équivalent de tuteur aux États-Unis, emploie 5 000 agents avec 8 succursales et un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars. People's Network, le format numérique du quotidien du peuple. Un tour dans les locaux de l'Association des journalistes chinois, créée en 1949, la seule en Chine. Elle regroupe des représentants de 18 médias principaux avec plus d'1 million de journalistes accrédités. Elle a pour mission d'assurer la formation des journalistes, de veiller à la protection de leur accréditation avec couverture sociale et surtout de lutter contre la corruption des journalistes par des entreprises. Elle décerne chaque année des prix aux meilleurs journalistes. La Chine investit beaucoup dans sa jeunesse avec des centres de formation, d'information et de conseil des entrepreneurs à l'instar de Entrepreneurship Street à Pékin. C'est un centre de création d'entreprises d'assistance et de financement des projets des jeunes et des investisseurs étrangers. C'est également un centre incubateur d'entreprises, d'idées novatrices, de soutien aux jeunes concepteurs. Autre temps fort de la visite, la rencontre du directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Les journalistes africains ont été entretenus sur le principe de la coopération sino-africaine basée sur la non-ingérence, l'égalité et l'amitié. Les phases éliminatoires de l'édition 2017 de la Coupe des Nations de l'UFOA se sont achevées hier au stade de Cape Coast au Ghana. Le Togo qui affrontait la Côte d'Ivoire a été éliminé à l'issue de l'épreuve des tirs au but 4 à 3, temps réglementaire 0-0. Le résumé de la rencontre avec Claude Ama. La phase éliminatoire de cette édition 2017 de la Coupe des Nations de l'UFOA a été érigée en système KO. Vous gagnez, vous continuez. Vous perdez, vous faites vos bagages. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, dans leur habituel maillot orange, seront les premiers à tâter le pool des éperviers en rouge. Le mauvais quart d'heure passé, les éperviers montent à leur tour au créneau et font douter les éléphants, à l'instar de cette tête rageuse de Sewonou Kodjo contre la barre à la 21e minute. La bataille fait rage dans le camp des Ivoiriens, obligés de se replier sans encaisser heureusement. 0-0 score à la pause. La seconde période sera carrément l'affaire des Togolais qui dans la foulée confondent malheureusement vitesse et précipitation en rentrant pas mal d'occasions par Sewonou Kodjo, Agbenya Dankomlan et Niavedi et l'homme entre autres. Les Ivoiriens acculés repliquent dans les 4 dernières minutes. Mais Bassadjiri en état de grâce reste imperturbable dans ses perches et le suspense dure jusqu'au coup de sifflet final du Guinéen Baba Leno qui renvoie donc les deux équipes à l'épreuve des tirs au but. Une séance qui a souri à la Côte d'Ivoire 4-3. Bien que déçu par cette défaite, le coach Abalo Dossé entend poursuivre le travail amorcé. Mes joueurs n'ont pas démérité, mais ils ont marqué d'expérience, ça il faut l'avouer. C'est pas la Côte d'Ivoire qui nous a battus, je crois qu'on est dans le bâton pour nous battre. Parce que pendant les 90 minutes, il y avait de la place pour mettre un but. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est le football. Mais ils sont des jeunes, la plupart n'ont jamais joué en championnat. Et la moitié, ils ont joué une seule fois en championnat, donc je pense qu'ils ont encore beaucoup de travail. Comme le Chan, on a perdu au tir au but. On vient ici, lors de notre premier match, on perd au tir au but. Vraiment, ça fait mal. Mais bon, c'est le football. On prend ça en bien et on continue de travailler. Les Ivoiriens qui poursuivent la compétition espèrent en profiter pour bien préparer le Chan 2018. Il y a une jeune équipe et nous préparons le Chan. Donc on profite de ce tournoi pour pouvoir vraiment mettre en place une équipe compétitive. Logé dans le groupe B, la Côte d'Ivoire évoluera aux côtés du Niger, du Bénin et de la Guinée. Dans le groupe A, on retrouvera le Mali, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. La compétition s'achève le 24 septembre avec la finale toujours au stade de Cape Coast. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout au Togo et ailleurs. À 22h30, vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.